Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à la présentation de votre journal sur Monaco Info. Au lendemain de Noël, nous aborderons le sujet du retour des cadeaux et de leur revente. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Nous en parlerons avec Patrice Duchemin, sociologue de la consommation. Pour rester dans l'esprit de Noël, nous emprunterons le chemin des crèches de la Principauté. Frédéric Hélion nous racontera l'histoire de ce chemin créé il y a 10 ans. Et puis le pavillon Bozio vient de sortir une nouvelle collection de livres d'après-maquettes. Nous entendrons son directeur Thierry Levier. Et enfin, aujourd'hui marque le 69e anniversaire du jardin animalier Régnier 3, l'occasion de se replonger dans l'exposition Le Prince et ses animaux. Après Noël, il faut savoir digérer la dinde et les chocolats à foison, mais pas que. Il faut savoir aussi digérer des cadeaux qu'on n'avait pas forcément prévu de recevoir. Ces dernières années, de plus en plus de personnes n'hésitent plus à revendre ces cadeaux. Avant d'en parler avec notre invité, sociologue de la consommation, regardez ce reportage d'Émilie Rousseau, Juliette Rappert et Arnaud Imbert. C'est toujours un casse-tête à l'approche du 25 décembre. Trouver le cadeau idéal peut parfois ressembler à un défi. L'objectif est bien évidemment de faire plaisir et de surprendre. Au lendemain de Noël, le challenge a l'air d'être relevé. Toutes les personnes que nous avons rencontrées sont entièrement satisfaites. Ma petite famille a pensé à moi. J'aime bien le sport, donc ils m'ont offert toute une tenue de cycliste. J'étais satisfaite et non, ils seront pas revendus. Je vais bien les garder ceux-là. J'ai eu beaucoup de produits de beauté, du genre Yves Saint Laurent, ce genre de choses. C'est ma sœur qui m'a offert un petit blouson magnifique. Mais il arrive parfois que certains cadeaux à peine déballés soient déjà échangés en magasin. J'ai rendu un cadeau que j'ai acheté pour ma sœur qui en fait voulait des claquettes Adidas noires et elles étaient blanches donc ça lui a pas trop plu mais il n'y a pas de souci. Enfin, je rends avec plaisir pour lui offrir un autre cadeau mieux que celui-ci du coup. Dans cette enseigne sportive, nombreux sont les clients qui se sont présentés ce matin pour un retour d'articles. On a beaucoup de cadeaux de Noël qui ont été faits en double, souvent par les familles, des problèmes de taille. Là, ce matin, je pense que j'ai eu le double de clients qui viennent pour des retours habituellement, après les fêtes. Après Decathlon, ça va, on est assez gentil sur les retours, donc ils le savent et ils viennent pour ça, quoi. Même cas de figure à la Fnac où les déçus peuvent là aussi profiter de conditions de vente avantageuses. Ça commence, on a des clients qui arrivent, qui ramènent des produits et donc nous à la Fnac on a une politique de retour sur certaines conditions qui permet aux clients de ramener leurs produits si ça ne leur convient pas ou s'il y a des doublons et que si je devais faire un pourcentage, je dirais à peu près 20-30% de jouets et 60% de produits techniques, accessoires, donc des AirPods, des tablettes, des ordinateurs, etc. Vous l'aurez compris, peu importe la déception, il sera toujours possible de trouver son bonheur. Il y a ceux qui retournent leurs cadeaux et puis il y a ceux qui les revendent. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Voyons ce sujet avec un sociologue de la consommation, Patrice Duchemin. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, d'où nous vient cette tendance de revendre ces cadeaux de Noël ? Alors, je voudrais, dans un premier temps, un peu minimiser le phénomène. Selon une étude faite par l'entreprise Kantar, ça concernerait un Français sur 10. Donc, il faut quand même relativiser. Ce n'est pas 90% des Français qui revendent leurs cadeaux. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est tout à fait la relation au cadeau a changé au fil du temps et qu'elle est devenue assez décomplexée, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on n'hésite pas, dès le lendemain, parfois même l'après-midi même, le soir même, quand la nuit est tombée, à revendre le cadeau raté du tonton, de la tata, de la grand-mère. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'idée est là. Parce qu'il y a eu une évolution de ce phénomène également. Exactement, il y a eu une évolution parce que dans un premier temps, vous l'avez dit tout à l'heure, on avait toujours la possibilité de rapporter le cadeau. Donc, on vous offre un livre qui ne vous plaît pas, vous allez voir le libraire et puis vous avez en général un bon d'échange. C'est valable pour un vêtement qui n'est pas la bonne taille, etc. Donc, il y a finalement un canal légal. Ce qui est l'autre canal qui est tout aussi légal, mais qui est moins spontané, c'est d'aller sur des sites de revente, parce que l'idée là n'est plus de rendre l'objet, mais de le transformer en argent.
Alors, c'est ça, moi, qui me paraît intéressant d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de décomplexion, c'est pas tellement dire que le cadeau est raté, c'est de dire que le cadeau peut devenir une source de revenus. Alors, on pourrait dire, dans ces cas-là, Coco, tu n'avais qu'à demander de l'argent à la grand-mère. Tu n'avais pas besoin de lui demander un pull pour découvrir que c'était un pull moche. Donc, vous voyez, on est pris entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, on n'ose pas trop demander de l'argent, parce qu'en fait, demander de l'argent à Noël, c'est pas toujours bien vu, parce que voilà, la religion, les traditions. Alors, c'est un truc un petit peu en loose day comme ça, parce que on n'ose pas demander de l'argent, mais sitôt le cadeau arrivé, s'il ne vous plaît pas, eh bien, vous n'avez aucune hésitation à le transformer en argent. Et pour aller plus loin sur cette décomplexion, qu'est-ce que ça peut dire sur notre société, ce phénomène de revente? En fait, la valeur de l'objet devient une valeur marchande, alors que pendant longtemps, un cadeau, c'était une valeur affective. C'est-à-dire que même si le cadeau ne vous plaisait pas, et là je caricature un peu, ben, c'était quand même le cadeau fait par la grande-tante ou la grand-mère, et donc à ce titre-là, ça avait une valeur, c'est que ça racontait une histoire, ça racontait l'histoire du Noël raté du 25 décembre 2023, parce que le cadeau ne plaisait pas, mais c'était déjà une histoire. Et aujourd'hui, les objets deviennent effectivement réduits à leur valeur d'objet, c'est-à-dire à leur valeur marchande. Et puis, cette année, il y a quand même un contexte inflationniste qui fait que avoir de l'argent, eh bien, ça permet de se faire plaisir pour d'autres choses ou de payer des contraintes, etc. Mais dans ces cas-là, comme je disais tout à l'heure, le chemin le plus court aurait peut-être été de demander de l'argent à ses parents, à son oncle, à sa grand-mère, plutôt que de jouer le jeu du cadeau pour ensuite le transformer en argent. Finalement, y a-t-il des mauvais côtés à revendre ces cadeaux? Entre les magasins qui proposent des chèques cadeaux et la multiplication des plateformes de revente de façon ou d'échange, forcément, les gens, ce qu'on appelle les consommateurs, eh bien, sont de plus en plus habitués à cet acte-là. Mais il n'y a rien de naturel dans tout ça. C'est parce qu'on est entouré d'un environnement, je dirais, fait de réseaux et d'Internet et de facilité que les gens se disent, pourquoi pas moi? Donc, en fait, ça fait tomber les barrières. Merci beaucoup pour vos éclairages, Patrice Duchemin. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Eh bien, vous aussi, très bonne année. Vous avez peut-être aperçu au détour d'une balade tous les santons installés sur le rocher. Le chemin des crèches de Monaco vous propose jusqu'au 8 janvier une plongée dans l'univers des crèches du monde entier. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. Que l'on soit croyant ou pas, la crèche est un des symboles forts de Noël. En principauté, le chemin des crèches de Monaco propose un parcours pour découvrir les valeurs et la culture des crèches de tous les continents. Les premiers santons ont été posés il y a 10 ans, place du Palais. Ce 10e anniversaire est couplé cette année avec le centenaire de la naissance du prince Régnier III. C'est assez extraordinaire d'ailleurs comme coïncidence et ça réunit les deux, ce qui est d'autant plus beau que le prince Régnier aimait profondément la crèche. Voilà, donc je trouve que c'est un beau cadeau cette année de pouvoir réunir les deux. Le public pourra découvrir cette année une 40aine de crèches sur les 330 que comporte la collection. Un mélange entre des nouvelles, récemment confectionnées, ou des plus anciennes et réputées. Celle qui est derrière nous est une crèche, un village provençal. C'est la première qui a été installée il y a 10 ans, qui était donc dans l'autre chalet sur la place du Palais. Et donc ça a été un essai. On a mis cette crèche provençale parce qu'on sait quand même que c'est très classique, la crèche provençale. Et quand on a vu le succès qu'a pu avoir cette première crèche avec notre souverain, si vous voulez, c'est décidé de dire, eh ben, ça y est, on va faire le tour du rocher. Parmi les incontournables, cette crèche puce avec de tout petits santons placés dans un godillot authentique porté par un poilu lors de la guerre de 14-18. Des crèches de Namibie, du Rwanda, d'Italie ou de Madagascar. C'est une crèche qui est magnifique, qui a été faite, si vous voulez, par des paysans de Madagascar et qui est en bois de palissandre. Voilà. Et ça, j'ai assisté à une partie des santons quand ils ont été taillés. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir le don quand ces gens qui sont si simples et si pauvres et qui ont un sens de l'esthétique absolument extraordinaire. Les enfants et animateurs du phare, l'association Foi Action Rayonnement, ont rendu hommage au prince Régnier III avec une crèche sur le thème du cirque. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour découvrir toutes les merveilles du chemin des crèches de Monaco. Présentation à présent de la nouvelle collection de livres du Pavillon Bozio, une collection en partenariat avec la maison d'édition Manuela, son nom d'après maquette. Je vous propose d'entendre le directeur du Pavillon Bozio, Thierry Levier.
C'est des livres qui vont être consacrés tous à la scénographie, parfois à la scénographie de spectacle, parfois à la scénographie d'exposition. Et ce premier numéro, pour nous, revient sur un point fondamental de la scénographie, qui est la question de la maquette. Alors qu'il y a un outil qui est utilisé par tous les scénographes et puis que parfois les artistes s'approprient aussi et qui peut devenir, selon les cas, une œuvre, la préfiguration d'un projet. C'est quelque chose qui est finalement au départ de tous les projets artistiques. C'est lié à notre colloque. Le prochain a lieu en décembre 2024 et il y en a eu un qui a eu lieu l'année dernière et qui était sur les dispositifs scéniques de la mode. Donc la manière dont on présente la mode, que ce soit les boutiques ou les défilés. On a eu des conférenciers de très haut niveau internationaux qui sont venus à Monaco et donc le livre sortira en 2024, toujours avec la même maison d'édition Manuela, avec un ensemble d'articles sur ce sujet-là et en plus des choses qui auront été discutées au moment du colloque, un ensemble d'interventions d'artistes aussi qui viendront illustrer le livre. Simultanément, on a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Resonating Ceramics, qui est issu d'un projet au long cours avec 3 autres écoles, la Cambre à Bruxelles, la Aide à Genève et la Villa Arson à Nice, sur les relations entre le son et la céramique. Et les étudiants ont travaillé pendant 2 ans et à l'issue de ces 2 années de travail collectif, il y a eu des conférences, il y a eu des expositions et tout ça est rassemblé dans un livre, un beau livre produit par le Pavillon Bozio qui vient d'être publié et que vous pourrez facilement vous procurer. Ce sera l'un des événements phares de l'année 2024 en Principauté, le départ de la 21e étape du Tour de France 2024 à Monaco, un contre-la-montre de 35 km jusqu'à la place Masséna de Nice. Cette nouvelle manifestation sportive à la portée internationale ajoute un nouveau défi logistique aux équipes du gouvernement princier. Julia Vial avait reçu il y a quelques jours le commissaire général de cette étape du Tour, Christian Tornator. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors première question, concrètement, comment Monaco se met en ordre de marche pour accueillir cette dernière étape du Tour de France ? Eh bien j'ai été nommé d'abord commissaire général de la manifestation qui se déroulera le 21 juillet prochain et j'ai été chargé également de réunir plusieurs cellules thématiques afin de préparer ce travail avec tous les services de l'État monégasque donc qui vont m'aider à réaliser cette manifestation de la manière la plus parfaite possible. Ça n'est pas un club sportif qui organise, c'est l'État lui-même qui organise. Donc voilà, je suis chargé de cela. J'ai d'ailleurs 2 réunions dans l'après-midi qui suivent cette interview pour préciser certains points et puis pour avancer sur le programme parce que on a commencé il y a déjà 2 mois et on terminera pratiquement la veille. C'est en fait la veille puisque le 20 juillet, le Tour de France sera présent au travers du village qui sera installé à partir de 18 h sur le quai Albert Ier. Mais ça, on va y revenir. Vous l'avez dit, cet événement nécessite une grande organisation. Justement, est-ce que vous allez faire un appel à volontaires, un appel à candidature pour recruter de potentiels bénévoles ? Effectivement, il y a une cellule thématique qui regroupe donc les bénévoles, dont s'occupe Madame Bertrand, et qui se chargera au mois de février de faire cet appel pour la centaine de bénévoles qui sera indispensable au bon fonctionnement de la manifestation, puisque ces bénévoles seront essentiellement chargés de faire traverser le parcours qui va couper la Principauté en 2. Donc il y aura forcément des traversées à certains endroits pour faciliter le cheminement des piétons qui devront aller de la partie amont à la partie aval de la Principauté. Justement, vous faites la transition parfaite pour ma prochaine question. Est-ce que Monaco va être entièrement fermé à la circulation pour assurer la sécurité de ce tour ? Voilà, comment ça va se passer pour les Monégasques ? Alors, le départ de cette dernière étape du Tour de France, qui est un contre-la-montre, se déroulera sur la ligne de départ du Grand Prix. Ce n'est pas un hasard. Ensuite, les concurrents prendront le boulevard Albert Ier, bien entendu, l'avenue Kennedy, le boulevard Louis II, l'avenue Princesse Grace, demi-tour à la hauteur de la fontaine Joséphine Becker, retour par l'avenue Princesse Grace pour monter l'avenue des Spélugues, place du Casino, les Boulingrins, le boulevard des Moulins traversé, la montée du boulevard l'avenue Saint-Michel, la rue des Iris, la Crémaillère, pour retrouver le territoire français à Beau-Soleil au niveau de l'avenue Camille Blanc. Donc si vous imaginez ça sur une carte, vous vous rendez compte qu'il y a deux traversées majeures des boulevards des Moulins et du boulevard Princesse Charlotte qui font que la ville est coupée en fait en 2. Pour traverser Monaco ce jour-là, il faudra prendre exclusivement le boulevard de l'Arboteau pour aller d'est en ouest ou d'ouest en est. Mais c'est pas que la Principauté, c'est aussi toute la zone littorale parce que comme
le parcours finit sur Nice en passant par la Turbie, la moyenne corniche et la grande corniche seront également coupées. Donc vous voyez, il n'y a pas que les résidents et les monégasques qui seront un petit peu gênés, mais en fait toute la région va être difficile à gérer ce jour-là, mais l'autoroute reste libre et le boulevard du Larvouteau sera libre aussi. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers pour ça. De plus, la compagnie des autobus de Monaco mettra des services particuliers en fonctionnement parce que les lignes habituelles seront interrompues forcément par ce découpage qui, comme je l'ai dit, coupe la principauté en deux. Donc il y aura toujours la possibilité de se déplacer également avec les bus de la compagnie des autobus de Monaco. Justement, par rapport à l'impact que cette dernière étape du Tour de France va avoir sur Monaco, est-ce que la principauté va être entièrement fermée à la circulation pour assurer au mieux la sécurité de ce tour ? Eh bien, il y a un plan de communication qui va être fait en accord avec ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, pour favoriser l'utilisation de la voie ferroviaire plutôt que de la voie routière pour venir en principauté. Donc il y aura à peu près le même service que pour le Grand Prix de Monaco, où les fréquences de train seront augmentées pour un dimanche pour faciliter la venue des spectateurs. Mais ça ne veut pas dire que la ville sera fermée, absolument pas, puisque tous les parkings qui sont dans la zone ouest de la principauté, du côté de Fontvieille, seront réservés justement aux spectateurs qui viendront en voiture. Il est même recommandé de venir à vélo si tant est que les gens s'estiment en forme pour venir jusqu'à Monaco et puis peut-être retourner à Nice pour voir l'arrivée des concurrents, des coureurs. Merci beaucoup à vous, Christian Tornator, pour toutes ces informations sur l'organisation de la dernière étape du Tour de France à Monaco. Merci, bonsoir Julia. En bref, dans l'actualité, ces terribles images qui nous sont venues de Gravelines hier où sa salle polyvalente Sportica est devenue la proie des flammes. Il ne reste aujourd'hui quasiment plus rien de l'édifice qui accueillait notamment les matchs de basket du club de Gravelines-Dunkerque depuis 1986. La rencontre de Betclic Elite entre le BCM et Paris qui devait avoir lieu ce jeudi est déjà annulée. Et ce sont tous les clubs français, y compris l'ASM Basket, qui ont apporté leur soutien au club nordiste. Ce 26 décembre marque le 89e anniversaire de l'ouverture au public du centre d'acclimatation zoologique de Monaco, aujourd'hui nommé Jardin animalier Prince Régnier III, en hommage au souverain qui était un grand amoureux des animaux. À cette occasion, je vous propose de vous replonger dans l'exposition Le Prince et ses animaux, disponible jusqu'au 31 décembre. Le reportage est signé Justin Adel sur des images d'Alban Gingembre. Depuis le 31 mai dernier, des images d'archives sont exposées dans le parc que le prince Régnier III aimait tant. Une exposition photographique qui est fière de présenter le directeur du jardin animalier, Laurent Peyronel. Il nous semblait important, et c'était un souhait de la princesse Stéphanie aussi, de mettre en avant la passion du prince Régnier pour les animaux, qu'il a toujours eu durant toute sa vie. Il va y avoir 90 photos et une dizaine d'agrandissements qu'on peut voir derrière, qui retracent toute l'évolution du parc sur les 70 dernières années. C'est des photos inédites pour la plupart, donc c'est des photos que personne n'a jamais vues. Donc en fait ça montre l'histoire du parc, ça montre les espèces qu'il y avait à l'époque, et ça montre surtout la passion et je dirais le feeling qu'avait le prince Régnier avec les animaux. C'était toute sa vie les animaux, il avait une réelle passion et ça se sentait et ça se voit à travers toutes les photos. Dès l'entrée du jardin, des images retracent la création du centre d'acclimatation zoologique de Monaco. Une initiative prise initialement afin de recueillir, lors d'une croisée en Afrique de l'Ouest, des animaux orphelins ou blessés. Au fil de la balade, entre les enclos, d'autres photos permettent de visualiser la passion du prince Régnier III. On peut le voir promenant un fauve en laisse ou encore avec un chimpanzé. Bref, cela apporte une touche supplémentaire à cette balade, de quoi ravir les visiteurs. Je pense que cette exposition a une juste valeur quant à l'exposition des photographies qui justement nous rappelle le pourquoi de la naissance du parc, à l'origine le prince, tout ce qui a pu être fait sur le nombre des années, les modifications, les plus, les moins. C'est une bonne idée, mais elles peuvent rester à d'Éternam, je trouve, les photos. Elles pourraient rester, en fait. Ça fait partie du lieu, je trouve, oui. Si vous êtes intéressé, n'ayez crainte, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour vivre cette expérience. Et peut-être que vous pourrez aller visiter le jardin animalier Régnier III dès demain. Voyez pour cela les prévisions météo pour ce mercredi 27 décembre avec Juliette Rappert. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Demain, le temps sera plutôt couvert avec parfois quelques éclaircies. Côté température, le matin, il fera 8 degrés. Elles monteront seulement jusqu'à 12 degrés à midi. Et pour cause, une légère brise soufflera tout au long de la journée. Demain, nous fêterons la Saint-Jean l'Évangéliste, l'un des 12 apôtres de Jésus. Et ce sera aussi l'anniversaire de Timothée Chalamet, acteur franco-américain, qui est en ce moment à l'affiche de film Wonka. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure. Je vous laisse avec des photos signées Stéphane Dana, des photos de ceux qui assurent notre sécurité au quotidien, des femmes et des hommes sous leurs uniformes. Passez une excellente soirée, à demain.